C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue tout le monde à une nouvelle édition de la balado techno, une tasse de tech. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain, et où es-tu en ce moment pour ceux qui ne voient pas la vidéo YouTube? On a démarré la balado sur les chapeaux de roue. Je suis un petit peu excité. Je suis à un lancement. En fait, je suis à la présentation de nouveaux produits de Microsoft. On a présenté deux nouveaux ordinateurs portables Surface. Mais surtout, on a présenté une application qui s'appelle Copilot, dont on a déjà parlé un petit peu dans le passé parce que c'est une intégration de l'intelligence artificielle d'OpenAI, ChatGPT, qui est intégrée à différents produits, là, Bing, Edge, tout ça. Et là, la nouveauté, cette fois-ci, ça va être une application autonome développée pour Windows 11 d'abord. Et on promet qu'il va y en avoir une version ensuite pour toutes les plateformes mobiles qu'on peut imaginer. Je vous laisse deviner lesquelles. Et pour présenter un peu ce que ça fait, on a évidemment introduit deux nouveaux portables, les portables Surface qui prennent en compte l'intégration. Je pense qu'en gros, on a juste remplacé Cortana par un équivalent au plan de Microsoft de ChatGPT. Je pense que si on peut résumer grossièrement, c'est ce qu'on a fait chez Microsoft. Mais ce qu'on présentait ici, c'est quand même assez excitant comme nouveauté ou comme application possible, en fait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont... C'est pour ça que je suis là. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont s'ennuyer de Cortana. Peut-être un peu par nostalgie, on va en parler comme on parle de Bixby du côté de Samsung. Mais c'est super aussi un gros succès, oui. Et c'est ça. Est-ce que tu as bu beaucoup de café quand on est en voyage? Souvent, on a besoin de café, on a envie de café. Puis ça tombe bien. J'ai bu, mais je bois encore parce que j'ai un latte avec moi fait avec amour par un barista new-yorkais qui, quand il a appris que j'étais de Montréal, m'a parlé de la situation, de la relation difficile entre le Canada et l'Inde, parce qu'on sait que le premier ministre Trudeau est en chicane avec le premier ministre indien, M. Modi, pour des raisons qui sont entièrement discutables et débattables, en fait, qui sont légitimes. Il déplorait le manque de soutien de la part des États-Unis pour le Canada dans cette situation-là. Et il n'y avait pas tort. Mais on n'est pas un blog, on n'est pas une balado de géopolitique. Non, exactement. Puis moi, c'est juste une façon subtile de parler de notre partenaire Jura, la machine Jura E8 entièrement automatique qui permet de faire ton latte comme tu le veux à la maison avec du café en grains ou moulu. Tu peux l'avoir avec du lait ou non et tout ça avec un seul bouton. C'est ça la beauté de la Jura E8. Elle est entièrement automatique. Le nettoyage est super facile, même pour le dispositif à lait avec un petit nettoyant avec des enzymes dedans pour que ce soit propre. On t'indique comment le nettoyer. On a des boutons pour sélectionner sa boisson. Un seul clic, sa boisson. Allez à la salle de montre Edika sur la rue Saint-Laurent à Montréal pour essayer et voir les machines. C'est assez fantastique. Il y a aussi TELUS, Plan Hub et Jura qu'on remercie. Probablement que tu utilises la connexion de TELUS en ce moment pour être connecté à distance. Voilà. Comme on dit, ça fait du bon travail, même aux États-Unis. Je racontais tantôt que le barista m'a jasé ça en me faisant mon latte, mais si vous vous levez tôt le matin, vous êtes comme moi, vous n'avez peut-être pas le goût de parler. Là, il était plus tard, c'est correct. Mais l'avantage d'une machine automatisée pour la maison, c'est qu'on n'a pas besoin de lui parler pour qu'elle fasse notre café. Tu pèses sur le bouton, tu as ton café. Avant qu'on embarque dans Microsoft et les autres nouvelles qu'on a prévues, moi, je voulais juste faire une petite nouvelle qui me rend heureux. Google a annoncé qu'il offrait 10 ans de mise à jour pour les Chromebooks vendus après 2021. Et c'est une petite nouvelle qui, avant, c'était 8 ans, 6 ans, ça dépendait des modèles. 10 ans de support pour les Chromebooks, des appareils qui sont très simples, basés sur le navigateur Chrome. On va assurer pendant 10 ans qu'ils soient mis à jour. Alors, si on l'achète, les écoles, les commissions scolaires, les entreprises qui pourraient utiliser des Chromebooks vont pouvoir les rentabiliser sur une dizaine d'années. Je pense que ça va être plus intéressant. Mon Chromebook Framework va fonctionner jusqu'en 2000, va être supporté jusqu'en 2032. Je suis excité comme un petit poulet. C'est une excellente nouvelle, parce qu'en plus, ce n'est pas des ordinateurs qui coûtent une fortune, donc ça permet de rentabiliser. Exactement. On va tout de suite sauter aux actualités, Pascal, avant de parler de Microsoft d'ailleurs, et même d'Apple après, parce qu'il s'est passé encore plein de choses cette semaine. Juste rappeler avant tout que pardon, le segment Actualité d'une tasse de tech est présenté par la balado InfoBref. Entendre chaque matin au réveil ou en prenant votre café l'essentiel des nouvelles à connaître pour commencer la journée, c'est possible. C'est ce que propose le balado quotidien d'InfoBref. En 5 minutes chaque jour, InfoBref résume les événements importants de la journée.
Essayez ça. Ça se trouve dans l'application Balado de votre téléphone, de votre plateforme préférée. Ça se trouve sur infobref.com. Et évidemment, vous pouvez vous abonner en même temps que vous vous abonnez à une tasse de tech, parce que c'est la magie des balados. Ce n'est pas des concurrents, c'est des compléments. Et ça vaut la peine de suivre les balados les plus intéressantes qui existent. Et il y en a des balados, des bonnes balados québécoises. Pas très humblement, nous en avons une. Je pense qu'Infobref en est une aussi, et il y en a d'autres, plutôt que de suivre les balados en anglais qui sont foison, n'est-ce pas? C'en est deux bonnes. Est-ce que tu veux nous parler de DALL-E 3, Pascal? Parce que j'en ai entendu parler ici un petit peu aussi, mais ça s'en vient. C'est arrivé, là. On a vraiment un nouvel outil de génération d'images d'OpenAI qui vient d'être mis à la disponibilité des gens. Exactement. Et c'est très drôle parce qu'Alain, on entend que tu es dans un événement, on entend une petite musique de fond. Pour ceux qui écoutent en audio seulement, je ne l'entendais pas quand on se parlait avant de commencer l'enregistrement, mais là, je l'entends un petit peu. Fait que ceux qui se demandent pourquoi il y a de la musique derrière, Alain est à New York, mesdames et messieurs, je l'envie. Il y a une DJ là-bas qui clairement nous sert un peu de bossa nova en ce moment. Là, si vous entendez le détail, le fin détail, ça sert un petit peu à la musique brésilienne d'une autre époque. C'est très drôle. Ben oui, DALL-E 3, l'outil de génération d'images qui a comme compétiteur Stable Diffusion et Midjourney, a annoncé sa version 3, DALL-E 3 d'OpenAI, les créateurs de ChatGPT. Microsoft a investi dans OpenAI, c'est pour ça que c'est intégré dans Microsoft et tout. Ça va permettre de générer des images encore plus précises sans avoir besoin de trouver des mots magiques. Il y avait beaucoup de gens là, qui parlaient des prompts qui étaient nécessaires pour générer des images dans certains styles. Il semble que tu peux vraiment là, dire des exemples assez concrets, genre je veux qu'un panda sur un vélo dans une course cycliste sur une roue, une rue boueuse, avec des vélos, avec des roues en fromage. Et puis là, tu as vraiment quelque chose qui ressemble à ça qui apparaît et non pas une espèce d'approximation. Ça va être proposé graduellement aux utilisateurs actuels de DALL-E 2 au cours des prochaines semaines. On va entre autres pouvoir générer plusieurs ratios d'images, donc des images carrées, 16:9, ainsi de suite. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des images en mai qui avaient fuité de ce modèle DALL-E 3, mais sans filtre, le modèle alpha de DALL-E 3, qui a proposé du matériel assez violent, mesdames et messieurs, de la nudité, des images avec des droits d'auteur. Fait qu'on imagine que la version là, qui est dévoilée en ce moment a des filtres qui vont empêcher de dévoiler des trucs trop sanglants, sexuels, ou qui a des logos d'entreprise. Mais c'est très drôle parce que quand on y pense, l'intelligence artificielle, ça génère quelqu'un avec une casquette. Les chances sont bonnes qu'il y ait un logo sur la casquette. Les chances sont bonnes qu'il y ait un logo sur le vêtement. Et l'autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est intégrer du texte de façon beaucoup plus précise dans ces images. Si on veut qu'un personnage ait une bulle de texte qui dise quelque chose ou un logo qui apparaisse, avant, quand on demandait quelque chose comme ça générait du texte en extraterrestre. C'était pas vraiment du texte. Maintenant, on va pouvoir de façon plus précise. Alors, DALL-E 3, jetez un coup d'œil là-dessus si la génération d'images par intelligence artificielle vous intéresse. Il y a une grosse amélioration dans DALL-E 3, Pascal, c'est la génération des yeux et des mains. Vous savez, quand on produisait des fausses images, avant, les mains avaient peut-être 6 doigts, 3 doigts, c'était un peu bizarre, c'est clairement mal intégré. Semble-t-il qu'on a corrigé ce défaut-là. Donc, l'illusion d'une image véridique est encore plus grande. Je pense, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a aussi une meilleure signature des images générées pour qu'on sache que c'est une production d'intelligence artificielle. Oui, il y a beaucoup de petites nouveautés comme ça là, qui sont très, très chouettes. Mais tu vois, les doigts, moi j'ai l'impression qu'ils ont ajouté une règle. Une main humaine doit avoir 5 doigts la plupart du temps. Ça devrait régler pas de façon impossible, effectivement. Oui, puis la signature numérique, ça, c'est pas une mauvaise chose. Je me demande depuis le début pourquoi il n'y a pas un watermark, pourquoi il n'y a pas un filigrane dans les images générées pour qu'on puisse rapidement les identifier. Ma grande question, il avance là-dessus. On a trouvé, Pascal, une solution au blocage des médias d'information sur Facebook cette semaine. En fait, ce raccourcisseur d'URL, c'est une plateforme qui a été créée par un développeur québécois qui s'appelle zuckhub.ca, zuckhub.ca. Si vous voulez l'utiliser, c'est gratuit. Ça permet de partager sur votre page Facebook, sur votre compte Facebook, des liens vers des actualités sur les sites d'information qui sont bloqués par Facebook. Donc, Le Devoir, La Presse, Radio-Canada, Nouveau, les 98.5, tout ce qui est en ce moment non disponible au Canada, l'est à travers cette application-là, qui est il y a d'autres solutions qui existent, mais celle-là a été créée par un Québécois, la même personne qui gère l'actualité en même, qui est une page Facebook rigolote.
a décidé de créer ça pour un peu déjouer le système, faire un petit peu embêter un peu les gens de Facebook, j'ai l'impression. Oui. Ça a été rapidement adopté par beaucoup de gens dans la profession. Là, je regardais beaucoup de journalistes ont publicisé, on se met à utiliser l'outil qui va chercher l'image principale, le texte, qui renvoie à la page directement sur le site d'information, qui ajoute un petit logo du média d'où ça provient dans le coin de l'image. C'est étonnamment bien fait, en fait, pour quelque chose qui a été bricolé un peu rapidement. Et ça permet de, en fait, contourner le blocage. Je ne sais pas à quel point ça va être durable, là, mais en attendant que le conflit se règle, c'est quand même une solution intermédiaire pour les gens qui ne se peuvent plus de ne pas voir de contenu d'information sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez remarqué un changement dans votre fil d'actualité depuis que ce contenu-là est bloqué, mais moi, je peux vous dire que de mon côté, c'est plutôt triste le contenu qui est partagé. Pas que le contenu est triste, mais la nature, le genre de contenu qui est partagé, c'est que, premièrement, 60% c'est de la publicité pour des produits que je n'achèterais pas de toute façon. Exactement. Il y a beaucoup de contenu suggéré aussi de gens, soit influenceurs, soit grandes personnalités, d'ailleurs dans le monde, tout le monde que je ne connais pas, mais que je reconnais. Bref, il y a beaucoup de contenu qui clairement n'est plus tout à fait pertinent. Et je vois beaucoup, il y a beaucoup une opposition entre les influenceurs qui dépendent de Facebook et des plateformes Facebook pour faire de l'argent et le reste du monde qui s'en fout un peu. Les gens qui défendent Facebook en ce moment, je pense que cherchent toutes les bonnes excuses pour dire que Facebook n'est pas le problème dans cette équation. Et je trouve ça assez rigolo, mais dans l'ensemble, il y a une solution. Bref, si vous faites un peu de tout ça pour partager du contenu que vous trouvez intéressant sur les sites d'information sur Facebook, vous allez sur zocob.ca. C'est gratuit, c'est accessible facilement et ça fait le tour de la question. Mais ça ne réglera pas le problème. La vraie solution, vous le savez, du contenu d'information, ça a une valeur. Il faut idéalement visiter le site original d'où ça vient, ne serait-ce que pour que ce site-là génère des revenus. Vous pouvez vous abonner aux infolettes, au site web, aux publications, au journal, même si vous voulez, puisqu'il y en a qui impriment. Hein, le devoir, on n'est pas d'accord. Mais ça coûte des sous, il faut payer, puis c'est naturel de payer, comme on paye pour une peine de lait, comme vous payez pour votre téléphone cellulaire tous les mois. Vous payez pour du contenu d'information de qualité. Ceux qui se demandent Zocob, c'est très simple. Zocob.ca, tu tapes l'adresse de l'article que tu veux partager sur Facebook et il va te créer un lien raccourci. Moi, ce que j'ai bien hâte de voir, c'est ça va prendre combien de temps pour que Facebook s'en rende compte. Est-ce qu'ils ont la possibilité de changer la nature du lien Zocob.ca, Zocob.com, Zocob.net, qui génère différents liens pour déjouer à quelle vitesse ils vont pouvoir changer l'adresse pour ne pas que Facebook le reconnaisse? C'est ma grande question. Exact. Parlons un peu d'Alexa. Il y a du mouvement. Hein? Je suis ici chez Microsoft parce qu'on parle de produits Microsoft. On savait que le responsable des produits, Panos Panay, ici chez Microsoft, était un grand grosse nouvelle. Et là, il a quitté Microsoft. Et semble-t-il qu'il s'en irait chez Amazon pour travailler sur les produits autour d'Alexa, mais les produits matériels. Mais il y a du nouveau carrément pour Alexa aussi cette semaine. Oui, pour Alexa, qui va avoir une nouvelle voix plus dynamique ou pas, selon le contexte. Par exemple, pour te parler des résultats sportifs, elle pourrait être plus enjouée. Pour parler d'une journée pluvieuse, pour être moins enjoué, quelque chose comme ça. Ça va utiliser l'intelligence artificielle générative, on s'en sort pas. C'est le buzzword, il faut utiliser ça pour que ça travaille. On va pouvoir parler à Alexa. Il y a beaucoup de nouveautés. Là. J'ai vu là, 18 nouveautés dans Alexa, probablement un titre qui a été généré avec l'intelligence artificielle. Ça permet de parler à Alexa sans dire Alexa si elle nous voit. Ça, je trouve ça très drôle. Si Alexa nous reconnaît, certains appareils Alexa ont des caméras dedans, on va pouvoir parler et faire des commandes sans dire Alexa. On va pouvoir faire des actions multiples, donc sans dire Alexa à chaque fois, éteins les lumières, sauf celles du salon, et démarre le four, et d'une seule commande, il va reconnaître tout ça. On va aussi pouvoir programmer des séquences d'actions. Donc, programmer, éteins à tous les soirs des lumières à 9 h chaque nuit et dire aux enfants d'aller se coucher sans avoir besoin de passer par l'application. Je trouve que les assistants vocaux, là, j'espère qu'ils vont fonctionner. Je lisais un article, là, le flop des assistants sociaux, des assistants vocaux, qui était la grosse affaire des assistants vocaux il y a quelques années. Et là, moi, personnellement, souvent, je préfère sortir mon téléphone et utiliser l'application pour être certain d'avoir ce que je veux du premier coup. Belle fonction d'Alexa, appel audio et vidéo traduits en temps réel. Donc, ceux qui font ça, c'est assez flyé. Les assistants d'urgence vont être offerts aux États-Unis avec un abonnement. Est-ce que ça va être offert au Canada? Je ne le sais pas. On parle de 50 Américains par année aux États-Unis pour dire j'ai besoin d'aide et Alexa va trouver les services d'urgence. On va pouvoir, ça je trouve ça un peu rigolo, on va pouvoir discuter avec des personnages. Donc, par exemple, un philosophe, un sportif, un entraîneur, et ainsi de suite, ça va prendre une voix plus virile ou je ne sais pas quoi. Créer de la musique qu'on veut entendre avec le service Splash. Donc, on va pouvoir dire, je vais écouter une bossa nova avec des paroles, pas de paroles.
La chose qui va qui va réjouir, la nouveauté d'Alexa, qui va réjouir les parano, on va pouvoir créer une carte de son appartement pour voir les appareils, ils sont placés où. Donc, on va pouvoir voir une carte de son appartement et voir tous les appareils Alexa qu'on a et pouvoir, par exemple, activer ses lumières, activer son haut-parleur, et ainsi de suite, simplement en touchant sur la carte. Mais là, imagine qu'un pirate tombe là-dessus. Il y a la carte Ouais, de ça ton soulève des appart. questions quand même, ben oui. Où sont les caméras de surveillance? Où sont les micros? Ainsi de suite, assez flyé. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on va pouvoir ajouter des rendez-vous par courriel si on les envoie à Alexa. Donc, on va pouvoir envoyer un courriel à Alexa. Alexa, ça va afficher dans le calendrier familial un nouveau rendez-vous. Ça devrait même analyser les photos. Donc, si on a une invitation par photo, ça devrait fonctionner. Ces fonctionnalités-là vont apparaître au cours des prochains mois. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils vont apparaître en français au Canada. Généralement, ça ne tarde pas trop. Mais d'ici Noël, j'ai l'impression qu'Alexa va être beaucoup plus stimulant et dynamique. On va peut-être vouloir redécouvrir Alexa. C'est un deuxième souffle pour Alexa qui, oui, probablement s'essoufflait depuis quelques temps. Merci Pascal. Ça fait le tour des actualités. On va prendre une pause. On va parler ensuite des nouveautés Surface. Je vais me trouver un endroit plus tranquille parce que ça s'active derrière moi. C'est ce que j'entends. Il y a de l'action ici, je ne vous dis pas. Et on va vous parler quand même. Il y a des annonces assez intéressantes du côté de Microsoft cette semaine. Bougez pas. Restez avec nous, une tasse de tech. On en parle tout de suite après ceci. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition new-yorkaise, je devrais dire ça comme ça, parce qu'on est ici pour parler des nouveautés Microsoft. Il y a des années où c'est plus ambitieux que d'autres chez Microsoft au niveau du matériel, au niveau des produits Surface, en fait. Cette année, on est allé modestement de seulement deux nouveautés, vraiment deux nouveaux portables, deux ordinateurs Surface. Le laptop Go 3 qui remplace le Go 2, en fait, qui est le produit en fait d'entrée de gamme chez Microsoft, et peut-être le plus haut de gamme, finalement, le Surface Studio, un portable que, si vous vous rappelez, c'est un appareil qui a toujours une particularité, c'est que son moniteur, soit il s'enlevait, soit il se tournait, tout ça. Et maintenant, il s'avance, en fait, par-dessus le clavier ou par-dessus le clavier tactile pour devenir soit une espèce de moniteur ou soit carrément une espèce de tablette sur laquelle on peut gribouiller avec un stylet. On commence par le Surface Laptop Go 3 qui vient d'être présenté. On a un petit peu plus d'informations sur lui que sur l'autre. Ce qu'on sait, c'est que c'est un appareil qui a un écran de 12,4 pouces de diagonale, écran tactile, donc c'est un appareil qui se veut très mobile. Il fait 1 kg, il fait un petit peu plus qu'un kilo, 1,1 kg, 2 livres et demi, en unité américaine, je devrais dire. C'est un appareil qui est très portable. On dit qu'il est destiné aux gens qui sont des créateurs de contenu mobile, aux étudiants, donc c'est un produit d'entrée de gamme. Il se vend à 799 $ américains. 1 000 $ canadiens. C'est plus que 1 000 $ canadiens. J'ai hâte d'avoir le détail final, ça peut être annoncé. Mais c'est un appareil qui vraiment se veut l'entrée de gamme. C'est quand même assez cher, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, Pascal, à une autre époque, on rêvait de l'ordinateur à 100 $ et là, on est revenu à une normale, les nouveaux laptops, même en entrée de gamme, on avoisine facilement le 1 000 $. Je veux dire, ceci, le taux de change canadien n'aide pas personne, mais quand même, on devrait avoir des appareils, surtout comme celui-là, qui pourrait facilement se vendre 500 $ à mon avis. Mais on le sait, hein, Microsoft veut se positionner dans le secteur, dans le marché du PC comme une marque plus haut de gamme. Et clairement, c'est ce qu'on fait ici. On dit, entre autres choses, qu'il est 88 % plus rapide que le laptop Go original. Ça fait quand même 3 générations, parce qu'on est rendu au Go 3. Mais ça donne une idée du truc. On promet 15 heures d'autonomie d'utilisation normale avec du Wi-Fi et tout ça. C'est quand même pas mal. C'est pas mal plus qu'une journée de travail. Ça devrait suffire pour la plupart des gens. Et surtout, ce qu'on a... en fait, j'ai vu deux choses. Il y en a une qui est plus anecdotique, mais évidemment, on intègre rapidement Copilot dans Windows 11 sur cet appareil-là. Copilot qui est l'assistant... Exactement, qui est l'assistant d'intelligence artificielle à laquelle c'est une intelligence artificielle, mais c'est un assistant donc, auquel on peut parler. Parce qu'on peut parler à son ordinateur comme on l'aurait fait avec Cortana à une autre époque, mais là, ça marche pas mal mieux puisque Copilot utilise GPT-4, je crois, d'OpenAI, le générateur et de compréhension aussi de texte. Donc, devrait être assez efficace en termes de compréhension de ce qu'on lui demande et peut effectuer des tâches à tous les niveaux. Vous le savez, depuis un petit bout de temps, on peut jumeler son téléphone, même un iPhone, là, avec Windows pour recevoir des textos, des choses comme ça sur son ordinateur. Et là, on intègre un peu plus Copilot dans ces applications-là. On va filtrer l'information pertinente dans nos textos, dans les enregistrements de vidéos sur Teams, dans tout ce qui touche aux applications Windows et même un peu plus, parce que l'exemple qu'on nous montrait, c'est peux-tu me créer une ambiance pour travailler? Et là, automatiquement, Spotify ouvrait et jouait de la musique, faisait une liste de lecture qui aidait à la concentration.
J'ai vu aussi d'autres applications de tierces parties là, utilisées sur cet appareil-là. Donc, j'ai hâte de voir vraiment concrètement ce que ça va donner, mais je pense que ça va devenir un PC d'entrée de gamme assez intéressant pour les gens qui recherchent le produit original, le produit core de Windows, parce que comme c'est Microsoft qui le développe, ben, on imagine que c'est mieux intégré que sur des appareils de marques concurrentes. Ça va être à suivre de ce côté-là. Il va falloir l'essayer un petit peu avant d'en dire un peu plus. Je veux dire ceci sur l'autre détail de cet appareil-là qui a été présenté, qui m'a fait rigoler, c'est qu'on a introduit un nouveau logiciel qui s'appelle Clipchamp, que je ne Oui, connaissais ben pas oui, avant. Mais je pense que c'est l'évolution de quelque chose qui existait avant. Là. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est vraiment l'éditeur vidéo tout en un. C'est le iMovie de Windows, en fait, pour le dire oui, comme tout ça. à fait. Et pour bien des gens, moi y compris, iMovie, c'était l'élément déterminant dans l'utilisation d'un ordinateur personnel parce que c'est gratuit à même Mac OS, Oui. iMovie, et ça permet d'éditer des vidéos rapidement, de monter des clips, de faire le minimum d'édition, en fait, et de produire une vidéo qu'on peut ensuite produire et exporter pour mettre sur les plateformes, pour mettre dans notre bibliothèque d'images, notre photothèque, peu importe. Et là, Clipchamp offrirait cette option-là sur Windows 11 désormais de façon aussi naturelle avec du drag and drop, là, le fameux glisser-déposer. Et comme l'écran tactile du laptop Go permet justement de le faire avec le doigt, je pense que l'édition vidéo sur cet appareil-là devrait être pas mal intéressante. Ça permet à la fin d'exporter avec une vidéo à l'horizontale, à la verticale, pour publier directement sur YouTube, sur les plateformes sociales, sur TikTok, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Petite parenthèse, je trouve que l'intégration de TikTok est assez audacieuse parce qu'on ne sait pas encore à quel point cette application-là est conforme à tout respect de la vie privée et ainsi des utilisateurs, mais je trouve que les fabricants d'ordinateurs et d'appareils électroniques sont pressés d'adopter ces plateformes-là. Mais bon, ça se fait très bien. En 3 clics, on a une vidéo éditée. On peut aussi demander à Copilot, en fait, de générer pour soi-même. Par exemple, je reviens de New York, j'ai des photos, des vidéos de mon séjour ici. Je peux lui demander à Copilot, hey, crée-moi un petit clip de 30 secondes, un petit fait saillant là, avec musique et petite infographie. Et elle le fait automatiquement et elle le produit, elle l'exporte à même Clipchamp. On peut publier sur les réseaux sociaux, partager avec nos amis sur Instagram et ainsi de suite. Donc ça, j'ai hâte de voir concrètement comment ça va fonctionner. L'autre nouveauté est un autre portable Surface Laptop Studio 2. C'est une grosse machine avec un écran de 14,4 pouces. Je trouve Oh, que quand c'est un même. petit peu gros, moi, 14,4. Je trouvais que mais en même temps, c'est peut-être aussi le sweet spot entre le 13 et le 15. Ça va être aux gens de Ben oui, décider. c'est ça. Puis c'est un usage plus professionnel. C'est Oui, un ben c'est ça, laptop qui se exactement. veut donc travailler sur un écran plus grand. C'est le fun. On parle de un écran, donc 14,4 pouces tactile rabattable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert le laptop, on peut retirer la base de l'écran par-dessus le clavier ou quand même par-dessus tout l'appareil pour faire une grande surface tactile. Clavier qui dissimule habilement un stylet, le Slim Pen 2 de Microsoft, qui est à recharge magnétique, donc qui se colle sur l'appareil, qui est toujours chargé, donc ça, c'est pas un casse-tête, et qui permet évidemment de prendre des notes. Sur cet appareil-là et sur les autres aussi, mais sur celui-là plus spécifiquement, on peut écrire à Copilot de façon manuscrite. Dans l'invite de Copilot, on écrit des trucs, on peut gribouiller, par exemple, une formule mathématique et Copilot devrait la résoudre pour nous. Donc ça, c'est quand même une interface intéressante où tout d'un coup, on peut écrire à son assistant numérique et avoir quelque chose, avoir une réponse qui, espérons-le, est la bonne. Ça reste à être testé. Point de vue technique, on a donc, oui, j'ai dit 14,4 pouces d'écran, jusqu'à 64 gigaoctets de mémoire vive, 2 téraoctets de stockage. On parle d'un processeur Intel de 13e génération, compatible avec le nouvel écosystème de puces Evo d'Intel qui implique donc un démarrage rapide, une mise en veille rapide, bref, une meilleure autonomie. On a un processeur graphique NVIDIA GeForce. Selon, il y a deux versions. Il y en a une qui est plus performante que l'autre selon ce que vous faites avec l'appareil. Audio spatial compatible avec la norme Dolby Atmos, donc quand même quelque chose d'assez bien. Et on parle de 24 heures, toute une journée d'autonomie entre 2 charges, donc suffisamment pour travailler une grosse journée. Il va en rester le soir pour faire autre chose avec l'appareil. On dit que c'est l'appareil Surface le plus puissant jamais produit. Ils ont fait une démo ici où ils ont mis un MacBook Pro M2 à côté d'un Surface Laptop Studio 2. Et Oh! premièrement, ça génère une phrase extrêmement longue à dire, mais deuxièmement aussi, on a fait un rendu graphique, on a produit l'image de synthèse de toutes pièces en utilisant le même logiciel Adobe sur les deux plateformes, mais ça a pris 2 fois plus de temps au MacBook que ça a pris au Surface Laptop 2 à générer cette fameuse image. Donc, Oh! vous savez, comme Apple dit tout le temps, c'est toujours le Mac le plus puissant jamais produit. Ben là, ici, ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment le portable le plus puissant jamais produit tout court. Il n'y a même pas de Wow! plateforme. Donc, j'ai hâte de voir cette guéguerre Windows PC redémarrer grâce à ça. Ça va être intéressant de suivre. Évidemment, bon, il y a aussi plein d'autres trucs. On parle d'une commande vocale plus intégrée. Il y a aussi un pavé tactile qui, semble-t-il, est conçu même, c'est on dit le plus inclusif jamais conçu parce qu'on peut
Même pour les gens qui ont des problèmes de doigté, des malformations, des choses comme ça, on pourra quand même utiliser le pavé tactile et il devrait reconnaître les commandes aisément. Donc, ça va être intéressant de voir comment, justement, on va être plus inclusif de ce côté-là chez Microsoft. Là, on le sait, il a fait beaucoup de progrès avec les contrôleurs d'Xbox, entre autres, et là, on pousse ça du côté de Windows et des ordinateurs personnels. Donc, ça va être intéressant à suivre. Cet appareil-là va être mis en vente le 3 octobre prochain. Donc, on a le temps d'en reparler un petit peu. On risque de pouvoir les tester. Hein, Pascal, ce serait le fun qu'on puisse les présenter plus en détail. Mais deux portables. J'aimerais ça vous les montrer parce que je ne les ai pas sous la main. Ils sont là-bas. C'est trop bruyant puis le Wi-Fi, ça ne rend pas. Donc, je ne peux pas vous faire ça en direct ici à la balado. Mais quand on les aura, on pourra les tester puis on s'en reparlera à ce moment-là. Évidemment, bon, ça va être à suivre. La part de marché de Microsoft et des produits Surface, on le sait, est assez minime là, dans le marché des ordinateurs personnels. Mais on présume que ces appareils-là, surtout l'entrée de gamme, le laptop Go devrait aider Microsoft à s'imposer un peu plus, surtout contre Apple, qui est son principal concurrent dans ce marché-là, parce qu'on parle d'appareils un peu plus haut de gamme. Et peut-être un peu Samsung aussi, qui a quand même une gamme de portables assez intéressante. Mais c'est bien de voir des concurrences s'installer. Voilà. Tu vois, je vois au niveau des coûts. Oui, ceux qui se demandaient au niveau des coûts, j'ai un prix ici, je ne sais pas si ça sonne avec ce que tu as entendu, c'est à partir de 2000 $ US. Fait qu'on parle de quoi, 2600 Canadiens pour un ordinateur portable. Ça, c'est le modèle de base. 2900. Ouais, on n'est pas loin du 2900 $ canadiens pour voilà. C'est ça le prix. Il n'a pas été annoncé ici, je n'ai pas vu le détail, mais effectivement, ça aurait du sens parce que le laptop studio était déjà très, très cher à la base. On peut absolument monter au-dessus des 3500, l'équiper un peu, donc ça peut facilement atteindre les 4000 $. Ben oui. Avec la bonne carte vidéo. Si tu veux 200 si tu veux 2 Tera. C'est ça, si tu veux 2 Teraoctets de stockage et 64 gigaoctets de RAM, tu vas payer. Il va falloir payer pour. Alors, effectivement, ça sera pas. Ça va être assez coûteux, merci, mais c'est quand même. J'ai bien hâte d'essayer en tout cas. Oui, ben, c'est ce qu'on va. En tout cas, on espère qu'on va pouvoir l'essayer, en parler plus en détail dans les prochaines semaines. Nous, entre-temps, on va prendre une petite pause parce que je vais vous présenter, j'ai un peu de temps, là, je vais vous présenter les nouveautés d'Apple qui ont été présentées la semaine dernière. Oui. On est un petit peu exclusif là-dessus. Il n'y a pas grand monde qui ont pu en parler encore. iPhone 15 et tout ça. Toutes les entre les mains, Alain. Voilà. Donc, profitons-en, on va se gâter. Restez avec nous. On revient tout de suite avec ça à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition mêlante cette semaine, parce que là, on est chez Microsoft, mais on va parler de produits Apple pendant une seconde, Pascal. Mais avant de le faire, et parlant de brouiller un peu les pistes, on va vous présenter un partenaire de la balado Une tasse de tech, CyberGhost VPN, parce que vous savez, les outils VPN, les services VPN sont pratiques pour plein de raisons. On en a parlé dans les dernières semaines. Ça permet de contourner certains blocages, de certaines plateformes, de certains contenus qui ne sont pas nécessairement légitimes. Du géoblocage, entre autres, pour des fins marketing et ainsi de suite. Mais aussi une façon de sécuriser votre communication, parce que je faisais de la recherche pour une chronique pour Le Devoir où je parlais de l'importance, ou en fait de la valeur des données personnelles collectées par les réseaux sociaux pour plein de raisons. Et vous savez que ces données personnelles-là, entre autres, comprennent souvent la localisation sur Internet, la navigation sur Internet, la géolocalisation régulière. Et ça utilise pour faire tout ça, pour vous tracer de très près l'adresse IP que vous utilisez, l'adresse Internet de votre téléphone, de votre mobile ou de votre ordinateur personnel. Et à ce jeu-là, ben, un outil VPN permet de vous protéger de ces choses-là et de déjouer un peu ce qui ne sont pas des logiciels espions, mais qui sont quand même proches de poser des questions sur la protection de la vie privée. Donc, il y a des outils comme ça qui sont pratiques. Un de ces outils-là, c'est évidemment le VPN de CyberGhost, pour lequel on a une offre très, très spéciale à Une tasse de tech. CyberGhost vous l'offre à 82 % de rabais. C'est moins de 2 $ par mois pour un abonnement qui, sérieusement, vaut la peine. Il y a des centaines de serveurs géolocalisés, je veux dire, tout partout dans le monde qu'on peut utiliser pour déjouer les frontières numériques appliquées par certaines plateformes qui ne sont pas, qui n'ont pas seulement raison d'être. Et pour profiter de ce spécial-là, il y a le lien sur lequel vous pouvez cliquer dans la description de la balado. Je vous le donne aussi ici. Si vous prenez des notes à la maison, vous avez un calepin sous la main, je ne sais pas qui aurait ça, mais des fois, cyberghostvpn.com /une tasse de tech 2023, donc une tasse de tech 2023. Vous pouvez aller cliquer là-dessus, vous pouvez le rentrer directement dans votre navigateur, vous abonner. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est comme un partenaire commanditaire de la balado. Ben, nous, ça nous génère des sous qui nous permettent de faire une meilleure balado encore. Donc, vous aidez tout le monde en faisant ça, ce qui est une bonne affaire. Pascal, j'étais la semaine passée, on en a parlé avec Apple pour le lancement des nouveaux iPhone, nouvel Apple Watch Série 9, Apple Watch Ultra 2 et des nouveaux AirPods Pro. Et j'ai eu la chance, parce que je l'ai eu, j'ai mis la main dessus cette semaine, plutôt cette semaine chez moi, de les tester de façon plus reposée, parce qu'on en a parlé très rapidement la semaine dernière.
Et j'en ai fait l'essai et je peux vous présenter l'appareil qui des 4 vaut la peine. Tiens, il y a même mon portefeuille aimanté. Vous voyez comment on peut faire des choses de fun de nos jours. Qui est l'iPhone 15 Pro Max. Parce qu'on dit l'iPhone était présenté en 4 saveurs, le tout court, le 15, le 15 Plus, le 15 Pro et le 15 Pro Max. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés à dire sur le Pro et le Pro Max. L'iPhone 15 de base a surtout en fait un nouveau boîtier ou une nouvelle surface à l'arrière dans un verre qu'on dit beaucoup plus résistant, qui m'apparaît quelque chose d'assez important, cette ère de téléphone qu'on achète, qui sont donc beaux, mais qu'on met dessus en plastique à 20 $ dessus, et là, tout d'un coup, ils ont juste l'air d'une grosse brique de plastique. Donc, c'était plus tentant à ce moment-là de l'utiliser de façon je voudrais dire audacieuse, mais sans étui. L'iPhone 15, si vous arrivez d'un iPhone à écran plein, que ce soit le 13, le 14 comme tel, je ne pense pas que c'est une grosse mise à jour. Apple a présenté une nouvelle caméra avec un capteur de 48 mégapixels qui permet de faire des belles photos. Et la principale nouveauté tient à ça, la photo, dans les 4 modèles, mais même dans l'iPhone 15 de base. Et j'apprécie un truc d'Apple, c'est qu'ils tentent de rendre l'application photo aussi fidèle à ce que c'était le fait de prendre une photo à une époque où il y avait juste des caméras, des appareils photo, même numériques ou pas. Parce que sur l'application, sur le bouton de prise de photo, il y a la possibilité de choisir la prise de photo naturelle qui se fait en 12 ou en 24 mégapixels. On peut choisir de simuler ensuite un objectif de 28 ou de 35 mm. Quand j'étais petit, mon père avait un appareil photo, puis on prenait des photos de 35 mm avec, parce que c'était ça le capteur dessus, c'était ça le jeu d'objectif et tout le kit. Et je trouve que c'est bien, je trouve ça intéressant, parce que quand on parle d'un zoom 1x, 2x, 5x, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et dans ce cas-ci, ça permet d'avoir une idée, en fait, du genre de photo qu'on va prendre. Ce que fait Apple, c'est qu'elle va couper les pixels en extra pour créer ce format d'image d'un objectif 35 mm. Donc, c'est un petit peu une combinaison de capteurs et d'objectifs pour y arriver. Et on arrive avec ce capteur-là qui fait 48 mégapixels à créer des images qui auraient utilisé un zoom 2x, donc 48 mm dans le cas de l'iPhone, en allant chercher des pixels en trop de chaque côté et en s'en débarrassant essentiellement. Donc, on va zoomer dans l'image de cette façon-là. Et ça donne des belles images. On a quand même retravaillé beaucoup de capteurs. Les photos dans situation sombre sont quand même assez nettes. Donc, c'est quand même assez intéressant. Concrètement aussi, visuellement, l'autre chose qui apparaît quand on prend l'iPhone 15 en main, c'est qu'on a arrondi les bordures. Les gens à qui j'ai prêté l'appareil et qui ont pu jouer avec ont apprécié ça dès le premier instant parce que la tenue, la prise en main est meilleure. Ce qui est quand même un drôle de détail, mais quand même assez important. Et aussi, vous savez, l'encoche en haut est devenu une bulle maintenant, le Dynamic Island qu'Apple utilise pour afficher une petite notification, qui est bien intégrée, qui est charmante et qui ajoute un petit élément d'interface assez amusant. Sinon, l'iPhone 15 de base est un petit peu plus cher au Canada. Il est même plus aux États-Unis, mais c'est le taux de change qui nous nuit. Donc, à l'achat, quand même, demeure assez, je pense que c'est 1130 $. Ce qui n'est pas donné. Il y a l'iPhone 15 Plus qui offre plus de batterie. Je pense que la principale nouveauté, personnellement, si j'avais acheté un iPhone 15 ou à recommander un iPhone 15, je vous ai acheté le 15 Plus, qui coûte moins cher qu'un Pro, mais qui a la meilleure autonomie de tous les téléphones des 4 versions du iPhone 15. On va en avoir pour plus d'une journée d'utilisation sans problème. L'iPhone 15 est correct. Il fait 10 à 11 heures d'utilisation normale, parce que là, Apple parle de 23 heures de diffusion vidéo, mais c'est probablement en mode avion parce que la batterie passe pas mal plus vite que ça. L'iPhone 15 Pro, à mon avis, est le pire des 4 parce que celui-là a vraiment un problème d'autonomie. Si vous l'utilisez normalement dans une journée de travail et que vous faites de la photo, de la vidéo, des appels vidéo, vous l'utilisez pour toute de la musique, donnez vos messages. Si vous êtes très actif sur votre appareil, il risque vous arrivez à l'heure du souper, là, puis vous allez être nerveux, vous allez être dans le rouge déjà. C'était le problème avec l'iPhone 14 Pro et c'est le même problème avec le 15 Pro, donc je le trouve un peu décevant, le 15 Pro. Pour ça, en revanche, c'est vraiment la nouveauté pour Apple. On a un boîtier en titane ultra, un peu plus mince, un peu plus léger, un peu plus résistant que celui du 15 tout court. Les coloris aussi sont nouveaux, donc ça paraît quand vous le lavez, les gens vont le remarquer, c'est un détail. Et on a aussi le super appareil photo de meilleure qualité avec 3 objectifs d'Apple. Qui permet de faire de façon naturelle avec des objectifs, donc équivalent d'un zoom 3x sur le meilleur des 3 objectifs et un grand angle de style 13 mm sur l'appareil de base. Évidemment, ce n'est pas le plus performant des objectifs. Le plus performant, c'est celui, le 5x, le fameux zoom 5x, l'équivalent d'une 120 mm sur l'iPhone Pro Max, qui lui coûte 300 $ de plus. L'iPhone 15 Pro est 1450, l'iPhone 15 Pro Max est 1750 $.
c'est beaucoup d'argent, mais ça donne quand même pas mal de quincaillerie. On a un appareil avec un écran de 6,7 pouces, écran OLED sur les pros, qui reste allumé en permanence. Donc, même quand il est en veille, évidemment, il n'est pas illuminé, mais il est allumé, donc on peut l'utiliser. Il y a le mode stand-by qui est dur à montrer ici parce que je n'ai pas de chargeur sous la main, mais qui transforme l'appareil en équivalent d'un cadran. Ça peut faire un réveil matin, par exemple, ou juste un cadran qui donne l'heure, l'information d'un agenda, une galerie photo aussi, et ainsi de suite, à condition qu'ils soient connectés en position horizontale. Et il y a aussi, comme je le disais tantôt, la fameuse caméra à 3 objectifs avec le nouvel objectif 120 mm. Il appelle ça à prisme, là, parce qu'il fait rebondir la lumière 4-5 fois pour se rendre entre l'objectif et le capteur. Et il est très stabilisé. Il fait des photos quand même assez nettes. J'étais surpris par ça, mais évidemment, il fallait s'y attendre un peu parce que c'est un zoom optique quand même d'assez bonne qualité. Et je me demandais, parce que le zoom, si on triche, le plus gros zoom qu'on peut faire, c'est 25x avec. Donc, il y a quand même de la retouche numérique. Et à 25x, on a quand même quelque chose d'assez net, mais je ne pense pas que j'imprimerais ces photos-là pour les mettre sur mon mur à la maison si c'était, par exemple, des photos de voyage. Mais à 5x, absolument, même grand format, on peut faire des trucs de 50 par 40 cm sans aucun problème. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de pixels. Je parlais d'un capteur 48 mégapixels tout à l'heure dans le cas du iPhone 15. Les Pro et Pro Max ont aussi un capteur 48 mégapixels, mais on dit que les pixels sont plus gros. Là, on parle de nanomètres, là, on parle de micromètres, on parle de cheveux, même pas. Mais ça fait des images qui, dit-on, sont plus nettes. Un dans l'autre, on peut l'utiliser en pleine résolution 48 mégapixels pour quand on fait des belles grandes photos. On peut l'utiliser aussi pour 48 mégapixels, on fait des zooms, ce qui permet d'aller chercher dans l'image des détails et ensuite de les recadrer, puis quand même avoir une bonne résolution d'image. Donc, c'est pas mauvais. Et ça ajoute évidemment cette qualité-là. Je veux dire ceci. Je n'étais pas un fan de l'appareil photo du Galaxy S23 Ultra de Samsung qui rapidement crée du bruit et devient flou, crée des images qui ne sont pas d'une qualité, disons, je ne vais pas dire professionnelle, mais d'une qualité qui fait qu'on oh, wow, ça c'est un beau cliché, je veux l'imprimer et le mettre sur le mur. C'est un peu la référence. Dans le cas de l'iPhone Pro Max, le résultat est pas mal plus satisfaisant sur la qualité de l'image produite. Évidemment, on a un moins grand zoom. Le zoom 100x du S23 Ultra est impossible, mais il est tellement long que c'est toujours fou parce qu'on vibre naturellement. On ne peut pas être stable à ce point-là qu'on fait des photos qui sont extrêmement nettes. C'est un peu le compromis qu'on a pris chez Apple pour dire, bon, on va limiter à 5x, 10x si on croppe dans l'image un peu, mais on stabilise beaucoup l'image. Donc, le résultat est assez net. Il y a beaucoup de retouches numériques faites ensuite par l'iPhone, je trouvais aussi sur les images produites, mais ça rehausse un peu les couleurs. Et les arêtes sont mieux définies sur les objets, les sujets, ces choses-là. Donc, je trouve que c'est quand même pas si mal. Sinon, on a un nouveau processeur A17 Pro dans les versions Pro du iPhone qui sont... il va falloir le tester bien à fond. J'ai hâte de le faire parce que je parlais avec Ubisoft. Il y a Assassin's Creed Mirage qui s'en vient, la nouvelle version d'Assassin's Creed qui va être produite pour PlayStation 4 et 5 et pour les Xbox One et Series les plus récentes, là, Series X, je pense, c'est ça. Et on va avoir une version native sur iPhone 15 Pro aussi. Mais native, pas une version réduite ou une version accompagnatrice, mais vraiment le jeu au complet sur iPhone 15 Pro. Et j'ai hâte de voir ça. Les gens de Capcom ont proposé Resident Evil Village aussi, que j'ai pris le temps d'essayer. J'ai commandé un contrôleur Backbone One. Pour ceux qui connaissent ça, c'est le contrôleur qui s'accroche derrière et qui devient un contrôleur qui fait bord en bord de l'écran. J'ai hâte d'essayer tout ça ensemble pour vraiment avoir une idée de ce que ça permet, mais Apple espère beaucoup développer le jeu mobile avec ça. De ce que j'ai vu durant la présentation et de ce que j'ai presque pu essayer, les gens qui hésitent à acheter une Switch chez Nintendo pourraient aussi acheter un téléphone et un contrôleur comme ça et avoir quelque chose de très sympathique qui peut remplacer cette console semi-salon et mobile. Là. Donc, on a peut-être quelque chose d'intéressant chez Apple, mais ça reste à être produit, à être développé, à être mis en marché, mais ça va être à suivre parce que c'est le premier processeur, c'est la première combinaison mobile chez Apple qui permet vraiment d'avoir nativement des jeux de grade console. C'est une grosse phase quand même, c'est pas rien. Et ça justifierait le prix de l'appareil. Apple, je pense, dans ses présentations, je pense qu'ils vont tenter de séduire les joueurs parce que traditionnellement, les plateformes Apple, c'était pas pour les gamers. Les gamers plus sérieux allaient vers Sony ou vers Microsoft. Apple, c'est pour les amateurs de jeux, un peu comme Nintendo, qui était plus jeune et tout. Mais là, je pense qu'il va aller chercher du jeu sérieux dans son iPhone et ça risque de brasser le marché du gaming au cours des prochaines années. Donc, deux choses. Si vous avez un vieux iPhone, avant l'ère MagSafe, c'était mon... Donc, c'est l'iPhone 8, 9, 10, dans ce coin-là. Là.
et que vous songez à changer, si on vous fait un bon deal chez votre fournisseur sans fil, ça vaut peut-être la peine. Sinon, c'est peut-être un petit peu trop tôt. On parle de nouveautés qui sont assez intéressantes l'année prochaine déjà. On parle déjà de rumeurs d'iPhone 16, j'imagine. Mais ça pourrait être intéressant d'attendre un peu sinon. Les autres nouveautés, il y avait l'Apple Watch série 9 et l'Apple Watch Ultra 2. La plus grosse affaire sur l'Apple Watch série 9, c'était la commande double tap, où on peut taper 2 fois de la main qui porte la montre pour activer la commande à l'écran. Cette commande-là va seulement être active en octobre. Donc, j'aurais beau vous dire que je l'ai essayé, c'est pas vrai. Je l'ai essayé de façon trop contrôlée pour en parler. Donc, je pense que ce que je vais faire à propos de la montre, c'est qu'on va en reparler de façon indépendante dans quelques semaines quand la mise à jour aura lieu. Et on sera mieux à même de vous recommander. J'ai surtout testé la Watch Ultra 2 qui a comme nouveauté un écran plus lumineux que j'apprécie. J'utilise tout le temps la lampe de poche sur cette montre-là. C'est un peu banal, c'est comme l'heure sur un micro-ondes, mais c'est quelque chose qui est quand même le fun. Puis là, elle est un peu plus lumineuse. On parle de 3000 nits au lieu de 2000 nits. Un nit, c'est une chandelle. C'est l'éclairage d'une chandelle. Là, comme si on avait 3000 chandelles sur son poignet dans un écran gros de 49 mm, en fait, de la Watch Ultra. Et on a aussi un éclairage de nuit et des nouveaux cadrans plus personnalisés qui sont amusants, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de façon plus intensive pour avoir un avis final sur la question. Et on a finalement, après le produit, et je fais ça vite, des nouveaux AirPods. En fait, ils ne sont pas nouveaux comme tel. Ce qui est nouveau, c'est l'étui avec une connexion USB-C. La grosse affaire, c'est qu'on peut maintenant brancher l'étui d'AirPods Pro dans son iPhone, tout ça par USB-C. Et paf, ça recharge les AirPods. C'est ce qui n'était pas possible avant. Donc là, vraiment, on essaie d'utiliser un peu plus la connexion USB. À ce sujet-là, le USB-C sur les iPhone 15 et 15 Plus, c'est du USB 2.0, la vitesse de transfert. C'est exactement le même débit de transfert que le port Lightning avant. C'est limité à 480 mégabits seconde. Sur les Pro et Pro Max, c'est du USB 3. C'est jusqu'à 20 fois, c'est du 10 gigabits seconde. Ça prend le câble qui le permet, là, mais c'est quand même un débit de connexion assez incroyable. Ça permet de transférer presque instantanément des vidéos 4K. Là. C'est fou, là. USB 3, c'est vraiment plus le fun. Évidemment, ce n'est pas les premiers appareils dans le monde qui font ça, on le sait, mais on peut je recommence par phrase. Nous pouvons enfin le faire sur un iPhone Pro. C'est quand même pas rien. Sur l'iPhone de base, la connexion USB, ce qu'elle permet, c'est de diffuser de la vidéo 4K avec HDR sur un téléviseur, un moniteur externe. Encore une fois, si vous avez un USB 2.0 sur votre téléphone Android ou ailleurs, ça se fait aussi. Et dans le cas d'iPhone, c'est de la nouveauté. Et il y a évidemment plein d'accessoires qui vont être refaits pour tirer profit de cette situation-là. Mais c'est quand même bien. Les gens qui ont plein d'accessoires USB-C à la maison qui ne savaient pas quoi faire avec peuvent maintenant les brancher dans leur iPhone. Ça, c'est quand même pas rien non plus pour les gens qui sont dans cet environnement-là plus qu'autre chose. Voilà. C'était le essai express de l'iPhone 15. Je vais dire ça comme ça. Mais on va parler de la Watch plus tard parce que ça mérite une critique séparée. Et on y reviendra. De ton côté, Pascal, tu as aussi une surprise pour nous cette semaine. C'est pas une surprise, tu en as déjà parlé dans le passé, mais là, tu l'as essayé plus à fond, si j'ai bien compris. Je l'ai essayé, ben oui, c'est un truc que j'ai reçu il y a quelques temps, c'est le Plaud Note, P-L-A-U-D Note. C'est un petit enregistreur numérique de la grosseur d'une carte de crédit en taille, de l'épaisseur de 2 cartes de crédit. Donc, c'est vraiment très, très mince. Ça se glisse dans un portefeuille et c'est très, très simple. Il y a un petit bouton pour démarrer un enregistrement. On peut le coller, si on veut, au dos de son téléphone. Ça va enregistrer les 2 côtés de sa conversation. Et ce que ça fait, donc un enregistreur numérique audio, ça va enregistrer l'audio, mais l'application fournie utilise ChatGPT pour résumer ce qui a été dit. Et ça le fait, c'est épeurant comment ça le fait bien. J'ai enregistré des... Oui, c'est effrayant, là. Tu enregistres une chronique à la radio et ça dit qu'est-ce que l'animateur a dit, qu'est-ce qu'il a pensé de quoi, quelles sont les prochaines dates de spectacle de l'artiste, comment il est excité de venir à l'événement, qu'est-ce qu'il va faire dans son spectacle. Moi, j'ai simplement lu mon journal intime. J'ai écrit mon journal intime et ça m'a fait un résumé en format journal intime. Ah, aujourd'hui, j'ai fait telle chose et je suis... Puis écoute, ça le faisait à mort. On a une transcription qui intègre les time codes, donc on a vraiment la possibilité de s'en servir pour faire des sous-titres ou de voir exactement à 37 minutes qu'est-ce que j'ai dit. Vraiment chouette. Tout ça dans un appareil absolument minuscule. Le transfert se fait très rapidement dans son téléphone ou son ordinateur. On peut le brancher. On a les fichiers audio qui apparaissent. On peut enregistrer jusqu'à 80 heures d'enregistrement dans son appareil. Donc, c'est beaucoup. Attends un peu, je redonne ça. C'est 480. J'ai dit 480 heures d'enregistrement dans son appareil. Gros comme une carte de crédit, avant qu'on puisse le transférer, évidemment, et l'utiliser.
Le truc qui est assez fou, c'est que ça fonctionne merveilleusement. Ça utilise l'intelligence artificielle, c'est minuscule. C'est quoi le danger? C'est que tu glisses ça dans le sac de quelqu'un, tu peux enregistrer ses conversations, on peut enregistrer jusqu'à 30 heures en continu. Donc, je peux laisser ça dans ton sac, Alain, tu reviens le lendemain, je sais ce que tu as dit et ça l'a résumé avec l'application. Je trouve ça un peu terrifiant au niveau de On la peut pister les gens. surveillance. Ben oui, ça soulève des questions, là, Exactement. effectivement. Exactement. Puis il n'y a pas de détecteur de ça, il émet pas en général. On peut transférer, puis des petits détails, le fun, c'est un bel appareil. C'est rare qu'un appareil me fait réagir de façon émotive comme ça depuis longtemps. Ça transfère les données par défaut en Bluetooth, mais on peut le connecter en Wi-Fi pour aller beaucoup plus vite. On peut le faire avec le petit fil propriétaire, c'est tout petit, là, c'est un petit capteur magnétique qu'on colle au dos qui transfère les notes. L'autre chose qui est embêtant, c'est que si l'appareil n'est pas très cher, c'est 135 canadiens. Donc, l'appareil lui-même n'est pas très cher. On s'entend qu'il n'est pas nécessaire parce qu'on peut avec, entre autres, Word, avec Bing, on peut L'enregistreur convertir. natif de Google sur les pixels fait un excellent travail. Exactement. L'enregistreur de son téléphone permet d'avoir des transcriptions audio et l'utilisation de ChatGPT, on peut l'utiliser gratuitement. Si on a un compte, on peut prendre la transcription native de son téléphone Pixel, l'envoyer dans ChatGPT pour avoir un résumé de ce qui a été dit. L'utilisation du Cloud Note, les fonctions d'intelligence artificielle demandent un abonnement qui va coûter, écoute, je cherche le montant, à chaque fois, c'est 67 à peu près par année. Sauf qu'on pourrait utiliser l'utilisation ponctuelle si on le désire. Ça coûte quelques dollars pour transcrire 1 heure d'audio. Donc c'est très d'un côté, c'est un gadget Je magnifique pense que c'est que bien si quand même. Ben c'était oui. Mhm. pour les journalistes, écoute, c'est gros comme une carte de crédit, tu poses ça sur le coin d'un Tu te bureau, laisses tu enregistres tout ce oui, qui se ben, passe. tu me parles à moi. Et ce qui est et c'est ça, et comme ce qui est magnifique, c'est que, c'est l'intelligence artificielle qui est utilisée, fait que la qualité sonore a pas besoin d'être excellente. Même s'il y a beaucoup de bruit de fond, même s'il y a beaucoup d'ambiance, l'intelligence artificielle va quand même résumer. Tu as pas besoin d'écouter toute la conversation, ça résume très bien. Et l'abonnement permet aussi d'avoir la traduction et la conversion dans une autre langue que l'anglais. Parce qu'étrangement, la C'est utile, version ça. bêta Oui. que j'ai, tout est traduit en tout est même s'il comprend très bien le français, on voit que la transcription est en français. Tout ce qui est résumé, tout ce qui est condensé de son texte est en anglais. C'est C'est intéressant, généré ça. par l'intelligence artificielle, fait que c'est un Je peu pense que je vais aller en embêtant. acheter un, Pascal. Hein? Tu m'as convaincu. Mais il faut s'abonner pour avoir la version pour que ce que tu dis en français soit résumé en français. Et ça, je trouve ça idiot. Et dans le résumé, ils te le disent. Dans une conversation en français, il a été dit que. Donc, tu pourrais t'en Ordinaire. servir Ben pour oui. espionner du monde dont tu parles même pas la langue. C'est ça qui était Ça peurant. résume la conversation des gens autour de toi. C'est ça. Donc, tu peux mettre si quelqu'un parle dans une langue étrangère à côté, tu mets l'enregistreur, ça va le convertir, puis te traduire en anglais ce qu'ils ont dit à côté de toi. J'ai bien hâte d'essayer ça si quelqu'un parle au téléphone fort dans l'avion ou dans un endroit public. Ah oui, Tu peux tu vas pouvoir l'essayer la semaine prochaine. Tu vas pouvoir Et en route vers New voilà. York. On change Et de donc, rôle la semaine prochaine, en fait, Pascal, si j'ai bien c'est compris. ça, c'est moi qui vais être à l'étranger, bien hâte de voir ça. Je peux pas en dire plus, je pense pas. J'ai signé, il y a plein d'embargos, Ah, OK. Tu mais peux parler c'est de New une York, c'est une belle compagnie ville. qui commence par O, puis qui termine par ne plus. Enfin, on va en savoir plus la semaine prochaine sur ce qui va être Oui, dévoilé plus précisément. excellent. Nous, on va signer la fin de cet épisode, Pascal, si tu le permets bien, parce que notamment, il est tard. Deuxièmement, la DJ là, est énervée, là, elle est partie. Fait qu'on ne pourra pas écouter la fin de ce qu'on dit. Il va y avoir beaucoup de bruit de fond aussi. Donc, je vais Ici, on va séparer remercier nos ça. partenaires, Plan Oui, Hub, TELUS, Jura, C23, le groupe Cogeco. Prenez un abonnement à CyberGhost VPN. Si vous voyagez, vous vous déplacez, cyberghostvpn.com, une tasse de tech 2023. C'est un peu long comme code, Alain. Il faudrait qu'on trouve plus on court l'a la dans la prochaine fois. description. Venez cliquer sur notre description, c'est plus facile, effectivement. Voilà, dans la description de la vidéo du podcast. Jean-Christophe Ouellette à la mise en onde. Merci, Claude Hébert aussi. Alain Mécano, on peut te lire partout dans Le Devoir, dans Info Bref. C'est très vrai. On se voit la Ça semaine aussi, on peut prochaine. aller sur pascalforget.com. Écoute, je vais aller luncher parce que je vois que le lunch est servi, le buffet est ouvert. Mmh. Sinon, on vous dit bonne fin de journée à tout le monde. On se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut!